Et salut à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e cours de mon programme de mini-formation que j'ai lancé fin juillet. Donc pour rappel, dans ce programme, il y avait 5 cours de prévus. Les 3 premiers sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une playlist spécialement pour ça, pour regrouper tous les cours de cette mini-formation. Et le dernier qui viendra clôturer ce programme arrivera vraiment très rapidement, hein. C'est la semaine prochaine qui sera publié sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet de la composition et du cadrage. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'ai été vraiment impatient de vous faire ce cours-là dans ce programme de mini-formation. Parce que c'est pour moi les aspects et voilà, ce qu'on va aborder aujourd'hui va vous permettre vraiment d'améliorer vos photos, de gagner en intérêt, de gagner en créativité et de gagner en originalité sur toutes vos photos. Parce que voilà, la technique est vraiment importante, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, hein. J'ai fait tout un tas d'articles sur mon blog et tout un tas de vidéos également sur ma chaîne YouTube. Pour moi, la technique n'est pas une finalité, la technique est vraiment le point de départ de votre apprentissage photographique. Voilà, la technique va vous permettre vraiment de vous épanouir en photo, de réussir à faire les photos que vous souhaitez, les rendus que vous voulez donner à vos photos. Donc, la technique n'est pas une finalité, mais vraiment le point de départ de tout. C'est ce qui va conditionner le reste de votre pratique photo. C'est pour ça que moi, j'insiste là-dessus. La technique est vraiment importante. C'est important quand on débute en photo, de prendre le temps de maîtriser la technique. Et quand je dis maîtriser la technique, c'est pas de maîtriser à la perfection pour réussir vos photos dès le premier coup, en tout cas les réussir d'un point de vue technique, dès la première prise de vue. Non, ce que j'appelle maîtriser la technique, moi, c'est savoir comment est faite une exposition, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à faire une photo, à rater l'exposition, mais le but est de savoir comment agir pour corriger cette erreur, sur quels paramètres agir pour corriger cette erreur et la corriger rapidement. C'est ça ce que j'appelle maîtriser la technique. C'est aussi savoir quand utiliser un tel réglage ou quand utiliser tel mode de votre appareil photo pour obtenir un rendu bien particulier. Ça aussi, c'est maîtriser la technique, c'est maîtriser son appareil photo, maîtriser le matériel qu'on a entre les mains et ne plus avoir d'hésitation et de problème justement avec toute cette partie-là. Une fois que vous êtes arrivé à ce constat-là, à vous dire que voilà, j'ai peut-être encore quelques erreurs sur mes photos, mais j'arrive à les corriger relativement rapidement dès la prise de vue en regardant simplement sur mon appareil photo. J'arrive à ajuster les choses en 2-3 prises de vue. J'arrive au rendu que je souhaite. Donc là, vous êtes à mon sens arrivé à un niveau technique intéressant qui va vous permettre du coup de prendre un petit peu de recul sur tout ça et de porter votre concentration ailleurs, sur la composition, le cadrage, sur ce qui fait vraiment une photo réussie, sur véhiculer une émotion, raconter une histoire au travers d'une photo, parce qu'une photo réussie n'est pas réussie que techniquement. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Certaines fois, vous pouvez avoir quelques problèmes techniques. Je ne sais pas, une exposition peut-être un peu sous-exposée, un peu surexposée. Voilà, un flou d'arrière-plan qui n'est pas le plus magnifique du monde. Mais si la photo dégage quelque chose, dégage une émotion, votre photo sera considérée comme réussie aux yeux de ceux qui regarderont la photo. Donc, n'ayez pas toute la concentration qui est basée sur la technique. Il faut savoir s'en détacher au bout d'un moment pour porter votre concentration et votre œil de photographe sur ce qui fait vraiment une photo, donc la composition et le cadrage. Grande parenthèse faite, je voulais vraiment insister sur cette partie technique parce que les 3 premiers cours de cette mini-formation étaient vraiment portés sur la technique. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques idées, quelques pistes de composition et de cadrage. Prenez ce cours comme une source d'inspiration pour vos photos. Alors bien sûr, je vous ai sélectionné 10 règles de composition et de cadrage. Ce n'est pas les seules qui existent. J'ai sélectionné les plus connues et puis celles qui vont vous permettre d'améliorer vos photos le plus rapidement. Il y a tout un tas d'autres règles qui existent et bien sûr les règles, je le répéterai tout à l'heure, mais elles sont faites aussi pour être transgressées. Donc le but est de jouer aussi avec ces règles de composition. Et on commence par la règle de composition la plus connue, en tout cas celle qu'on entend un peu parler partout dès qu'on s'intéresse à la composition. C'est cette fameuse règle des tiers. C'est une règle de composition qui est extrêmement utilisée. Moi, je l'utilise aussi régulièrement pour mes photos.
Donc la règle des tiers, c'est quoi? C'est tout simple. Je vous montre un petit peu sur cette photo à quoi ça ressemble. Le but est de tracer 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales, donc qui font que ça partitionne votre photo en 9 parties égales. Et le but de cette règle des tiers, c'est de savoir où placer votre sujet pour gagner en intérêt, pour gagner en dynamisme sur vos photos et pour surtout éviter de systématiquement centrer vos sujets sur vos photos, parce que je sais que quand on débute en photo, on a tendance à cadrer très large pour avoir le sujet en entier et surtout à centrer le sujet sur la photo. Donc la règle des tiers va vous donner envie, va vous pousser à ne plus centrer systématiquement votre sujet. Et le but est de placer le sujet justement sur une de ces lignes et un de ces points de force, donc un de ces points d'intersection. Donc les intersections entre les lignes horizontales et les lignes verticales vous donnent des points de force, c'est-à-dire les points les plus importants de vos photos. C'est les endroits où vous devez placer votre sujet pour apporter un peu plus de dynamisme à vos compositions. Donc le but, là je le montre sur cette photo, par exemple, c'est que voilà, j'ai placé l'enfant, il était en train de marcher sur la plage, en l'occurrence c'est mon fils, je l'ai placé sur sur une des lignes verticales, donc la ligne verticale de droite, ce qui m'a permis de décentrer mon sujet. Et en l'occurrence là, il a aussi toute sa tête qui est placée sur un point de force, un point d'intersection. C'est pas le plus important. Là, le plus important, c'était de caler l'enfant vraiment sur la ligne verticale pour décentrer mon sujet et pour laisser un sens de lecture, pour donner un sens de lecture à ma photo. Vous voyez bien que là, je vais enlever les quadrillages de la règle des tiers, vous mettre la photo prise telle quelle. Donc vous voyez que là, l'œil du spectateur, votre œil va directement aller sur l'enfant et ensuite on suggère un sens de lecture, c'est-à-dire que notre regard en tant que spectateur va se balader sur la photo et va aller voir ce qui se passe dans le sens de marche, donc dans le sens de déplacement de l'enfant. Je vous mets la même photo mais coupée, prise en mode portrait, vous allez voir que ça marche beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins dynamique, dans le sens où votre regard se pose sur l'enfant et il n'y a rien d'autre dans la composition et dans le cadrage qui donne envie à votre œil de se balader dans la photo. Une fois qu'on a posé notre regard sur l'enfant, on est tout de suite sur les bords gauche et droite de la photo, donc on perd un petit peu en dynamisme. En faisant une composition comme je l'ai montré juste avant, je vous la réaffiche, on donne un sens de lecture à l'image et on donne du dynamisme, on donne envie à l'œil du spectateur de se balader dans la photo. C'est ça l'intérêt de la règle des tiers. Je vous mets un autre exemple. Ici, donc on n'est pas sur le sens de marche. Là, j'ai placé l'enfant au premier plan sur un point de force, ce qui permet que l'œil se pose sur son visage. En plus, c'est intensifié par la profondeur de champ qui fait que l'œil du spectateur est naturellement attiré par ce qui est le plus net. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais j'ai mis aussi en arrière-plan sa maman qui est en train de le regarder. On voit, même si c'est flouté, on voit très bien ce qu'elle est en train de faire. Et elle aussi est placée sur une des lignes de la règle des tiers. C'est pour gagner aussi en dynamisme et pour donner à l'œil des points d'accroche pour qu'il puisse se balader dans la photo et toujours en gardant en tête qu'il faut apporter du dynamisme à vos photos et donner envie à l'œil du spectateur de se balader dans votre composition. Donc, voilà le but de la règle de tiers, c'est ne pas centrer systématiquement votre sujet, gagner en dynamisme et voilà, donner un petit peu envie à votre spectateur de se balader dans l'image. Les lignes horizontales peuvent permettre aussi de bien caler l'horizon de votre photo. Par exemple, si vous êtes en bord de plage, que vous avez l'horizon dans le fond, l'important est de caler l'horizon sur une de ces lignes horizontales. Vous allez gagner aussi en composition, ça va être plus intéressant et vous allez pouvoir mettre l'horizon bien droit pour éviter d'avoir une composition un peu bancale qui pencherait un petit peu sur la gauche ou un petit peu sur la droite. Donc voilà pour la règle des tiers et voilà l'intérêt de la règle des tiers. Deuxième règle de composition, laisser de la place au regard. Alors je vous mets également une photo pour illustrer mon propos. Le but ici est globalement la même chose que la règle des tiers, c'est-à-dire apporter du dynamisme à vos photos, un sens de lecture et donner envie au spectateur de se balader dans l'image. Donc là, on le voit très bien sur cette photo. Le but de laisser de la place au regard, c'est de rajouter un espace vide
devant le regard de l'enfant ou du sujet que vous photographiez. Là, en l'occurrence, j'ai volontairement décidé de le mettre sur le bas de la photo et de laisser de la place sur le haut pour laisser de la place aux fameuses bulles qui s'envolaient dans le ciel. Donc, l'intérêt est que comme il regardait en hauteur pour voir où les bulles allaient, j'ai volontairement laissé de la place à son regard, ce qui fait qu'on notre regard en tant que spectateur se pose sur l'enfant parce qu'on est attiré par des choses qui nous ressemblent, hein, l'être humain en l'occurrence. Donc là, on est attiré par l'enfant. Et ensuite, notre œil va suivre le sens de son regard, la direction de son regard pour tomber sur les fameuses bulles qui sont en train de s'envoler. Et ensuite, voilà, on se balade de l'enfant jusqu'aux bulles, on revient à l'enfant, on repart aux bulles. Ça apporte du dynamisme et un sens de lecture à vos photos. Donc, l'important aussi, c'est de laisser de la place au regard de l'enfant, ne pas l'enfermer, c'est-à-dire mettre le bord tout de suite devant son regard qui fait qu'on va l'enfermer dans la composition, lui donner l'impression d'être oppressé par le cadre de votre photo. Là, on laisse de l'espace devant et en plus, on rajoute en termes d'intérêt les fameuses bulles qui s'envolent dans le ciel. Donc, ça apporte un petit plus à la photo. Troisième règle de composition, jouer avec les échelles et les perspectives. Donc là, il va falloir utiliser un grand angle, c'est préférable. Et jouer avec les dimensions, jouer avec les perspectives, ça va apporter de l'intérêt. Souvent, on peut même obtenir des photos amusantes. Et en tout cas, ça va apporter de la surprise et un contexte à vos photos. Donc là, je le montre sur cette première photo au format portrait. Je vous explique tout de suite après pourquoi j'ai choisi le format portrait. Je voulais montrer mon fils en train de jouer au ballon au pied de ces immenses arbres. Et l'intérêt était, il jouait au foot, pour lui, il lançait le ballon vraiment très très haut. Et ça m'a donné l'idée de reculer et de montrer la taille que fait mon fils et la hauteur à laquelle il envoie le ballon par rapport à l'immensité de ces arbres. Donc ça apporte un contexte et une dimension différente à ma photo. Et j'ai choisi le format portrait pour justement suivre le sens du mouvement du ballon. Si je l'avais mis en format paysage, j'aurais tassé mon sujet. J'aurais pas eu cette grandeur et ce côté rectiligne de ma composition. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le format portrait, que j'ai reculé un peu et j'ai choisi un grand angle pour montrer vraiment l'immensité de ces arbres et que finalement le ballon ne part pas bien haut par rapport au lieu où il était. Donc voilà, c'était l'intérêt de cette photo. Ensuite, je vous montre la deuxième photo pour jouer avec les perspectives. Donc là aussi, le but est de jouer, d'utiliser un grand angle. Et là, en l'occurrence, j'ai pas fait une photo de mon fils en train de faire de la balançoire de profil comme on voit souvent, mais je l'ai prise de face et j'ai attendu qu'il soit au plus haut, donc au plus proche de moi, pour faire ce rendu et de jouer avec les perspectives, c'est-à-dire d'avoir ces deux pieds de chaque côté de la photo qui sont vraiment de taille surdimensionnée par rapport au reste de son corps. Et c'est vraiment l'intérêt de cette photo, c'est que j'ai attendu qu'il soit en haut de la balançoire et juste avant qu'il reparte, donc c'est-à-dire que je me suis calé à cette hauteur-là, j'ai pris la photo. Donc là, c'était une photo que j'ai prise au 24 mm et on a cet effet de perspective et on déforme un petit peu les éléments et c'est ce qui fait qu'on obtient des pieds extrêmement grands par rapport à sa tête et au reste de son corps. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut trouver plein de situations amusantes pour jouer avec les perspectives. Vous allez voir qu'une fois que vous vous serez exercé avec ça, on peut trouver plein d'idées et plein de façons de faire pour suggérer des perspectives de cette manière-là. Quatrième règle de composition et de cadrage, varier les points de vue. C'est vraiment important. Donc le premier point de vue qu'il est important d'utiliser, c'est se mettre à leur hauteur parce que faites l'effort de rentrer dans leur monde, de rentrer dans leur univers, de vous mettre vraiment à leur hauteur, de pas rester sur votre position d'adulte, de sensation de domination. Allez à sa hauteur, vous allez capter des expressions du visage différentes. C'est vraiment important. On le voit là par exemple sur cette photo que je vous mets tout de suite. Si je l'avais pris en restant debout, j'aurais pas vu toute la concentration qu'elle y met à faire cette peinture. Donc là, je me suis mis vraiment au ras du sol pour être avec elle, pour partager vraiment ce qu'elle est en train de faire. Et ensuite, j'ai varié le point de vue pour une même activité. Par exemple, là, je me suis mis en plongée, c'est-à-dire vue du dessus. Ça, faut pas hésiter.
J'avais la vue où elle était concentrée en train de peindre et j'ai la vue maintenant générale avec les dessins, les pots de peinture et elle qui est en train de regarder un petit peu ce qui a été fait. Donc c'est un angle de vue différent, ça raconte une histoire différente que la première photo, rien qu'en changeant de point de vue. Donc n'hésitez pas à prendre du dessus, à prendre du dessous. Alors souvent on dit que pour la photo de portrait, il n'est pas forcément bon de prendre du dessus parce que voilà, ça fait lever les yeux au ciel, ça donne, ça tasse un petit peu votre sujet. Mais c'est ce que j'ai dit au début, n'hésitez pas à jouer avec ces règles, à sortir des codes, voilà, des règles prédisposées qui disent il faut pas faire ça, il faut faire ça absolument. Et jouez avec ça, vous allez gagner toujours pareil en originalité et en intérêt dans vos photos. Donc n'hésitez pas à faire de la photo en plongée, en contre-plongée, donc c'est-à-dire sur le dessous, de côté. Là par exemple, je vous montre une autre photo que j'ai prise du dessus. Pourquoi je l'ai prise du dessus? Alors vous reconnaissez certainement, c'est une photo, c'est une des photos que j'avais utilisées pour mon premier calendrier de l'Avent que j'avais fait sur ma chaîne YouTube, hein, c'était en 2017. Et voilà, pour simuler les flocons de neige, j'avais découpé des petites confettis en papier d'aluminium. Et justement, je voulais prendre cette vue du dessus parce que je voulais vraiment la prendre en train de tendre ses bras pour essayer d'attraper ces semblants flocons de neige. Et ça m'a permis d'avoir voilà, les bras bien tendus et surtout cette expression du visage. Voilà, on voit bien son expression, son grand sourire en essayant d'attraper ces flocons. Et voilà, c'est son magnifique regard aussi qui essaye de visualiser pour attraper au mieux ces flocons. Je n'aurais pas eu cette même photo si je l'avais pris de face. Je ne dis pas que la photo aurait été ratée en la prenant de face, c'est juste que j'aurais eu un angle de vue différent, donc une émotion différente. Voilà tout l'intérêt de changer les angles de vue. Ça ne veut pas dire que si vous prenez sous un tel angle de vue, ça sera raté. Ça veut juste dire que vous aurez un rendu différent. C'est pour ça que pour une même activité ou pour la même chose qu'est en train de faire votre enfant, variez les angles de prise de vue, prenez 2-3 photos à sa hauteur, et n'hésitez pas à tourner autour. Certains angles de prise de vue ne marcheront pas. Vous prendrez en les regardant de votre PC, tranquillement devant votre PC, vous vous direz tiens ça marche pas très bien, mais c'est pas grave. Tournez, c'est comme ça qu'on trouve des angles de prise de vue intéressants auxquels on n'aurait pas forcément pensé au début. Donc tournez, baissez-vous, mettez-vous au-dessus, en dessous. Et pour cette dernière photo, par exemple, j'avais fait l'essai de me mettre en bas de l'escalier, de les prendre vraiment en me mettant à leur hauteur et je perdais vraiment tout le contexte de la photo. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de la prendre du dessus. Donc je me suis mis tout en haut de l'escalier. Et j'ai choisi le mode portrait aussi pour suivre l'escalier, la descente d'escalier, me caler par rapport au côté rectiligne des rambardes de l'escalier. J'ai aussi les marches qui apportent de la géométrie à cette photo et ça m'a permis de capter beaucoup plus de choses. On a les crayons qui sont éparpillés un peu partout sur les marches d'escalier. On a la cousine de ma fille qui est tout en haut, qui elle est concentrée à faire son dessin, et ma fille qui elle fait tout l'inverse, c'est-à-dire on voit qu'elle a déjà commencé à bien avancer sur son dessin, mais elle me regarde, donc ça apporte un contexte différent. Et là encore une fois, on gagne en intérêt parce que le regard du spectateur se balade dans la photo. C'est-à-dire qu'on tombe sur le visage de ma fille, on se balade, on monte les escaliers, on tombe sur la petite cousine. Et voilà, on voit les crayons qui sont éparpillés partout, on regarde un petit peu les dessins, on regarde ce qu'elles font. Donc ça apporte de l'intérêt et j'aurais perdu tout ça si j'avais fait mon angle de prise de vue de face, c'est-à-dire en se mettant à la hauteur et en bas de l'escalier. Donc c'était mon envie au départ, c'est pour ça que c'est les premières photos que j'ai faites et en regardant sur mon appareil photo, je sentais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai cherché un autre angle de prise de vue, c'est pour ça que je suis monté et que je suis tombé sur cette photo-là. Donc voilà, n'hésitez pas à bouger, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui fait que vous allez obtenir des angles de prise de vue différents et des compositions différentes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important et c'est ce qui va permettre de gagner voilà, en originalité et en diversité dans vos photos et dans vos compositions. 5e règle de composition, le cadre dans le cadre. Alors là, le concept est tout simple, c'est de trouver quelque chose dans votre environnement qui va former un cadre. Donc ça peut être de n'importe quelle forme, hein, mais qui va former voilà, une zone encadrée à l'intérieur de votre photo. C'est-à-dire
emprisonnés à l'intérieur des bords de votre photo qui, eux, forment le cadre extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle le cadre dans le cadre. Donc là, je vous le montre sur cette photo. Ici, le cadre est formé par les poteaux en bois qu'on voit de chaque côté et qui permettent de guider le regard du spectateur vers l'enfant. Donc, c'est-à-dire d'apporter de la profondeur à vos photos et de vraiment, toujours pareil, de guider l'œil du spectateur sur l'élément principal de votre photo. Donc, c'est vraiment le but premier de cette règle de composition, c'est voilà, de guider l'œil du spectateur. Je vous montre une deuxième photo aussi où on voit que voilà, le cadre permet d'apporter de la profondeur à une image. C'est que là, par exemple, je me suis servi de l'entrée de ce petit tunnel pour former un cadre dans le cadre. En plus, j'ai joué voilà, avec l'effet silhouette et le côté lumineux de l'arrière-plan, donc de l'entrée du tunnel avec la fin du tunnel. Voilà, je voulais ce côté lumineux et on arrive vers un côté sombre. Voilà, ça donne l'impression que là, en l'occurrence, ma fille s'aventure dans un coin plus sombre que l'entrée du tunnel. Et en plus, cet effet de profondeur est intensifié par les lattes en bois qui forment le tunnel. C'était un tunnel en bois. Donc, ça fait des lignes directrices qui font plonger le regard du spectateur voilà, dans l'image. Et ça apporte aussi du dynamisme et ça aide à guider le regard du spectateur au centre de l'image. Donc là où se situe l'intérêt de la photo. Donc voilà, l'idée du cadre dans le cadre, c'est de repérer dans votre environnement ce qui pourrait servir de cadre à l'intérieur de votre photo. Et vous allez voir que, alors au début, on a l'impression que on ne trouve rien du tout, mais vous allez voir que c'est très facile à trouver et que sitôt que vous avez compris un petit peu l'idée, vous allez en voir de partout et ça donne un petit plus à vos photos, ça donne un intérêt supplémentaire. Donc exercez-vous à repérer tout ça et vous allez voir que finalement, même chez vous, même quand vous vous baladez, il y a pas mal de choses, pas mal d'éléments du décor qui peuvent vous servir à utiliser cette composition de cadre dans le cadre. Donc exercez simplement votre œil de photographe et vous allez voir qu'après, vous allez en voir partout. Sixième règle de composition, l'émotion par la photo de détail. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose que j'utilise souvent pour mes séances photo et que j'utilise même pour prendre mes enfants en photo. Ça me tient tellement à cœur que j'en ai fait un article complet sur mon blog. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. La photo de détail, l'émotion par la photo de détail, c'est quoi? C'est réussir à mettre en valeur un élément bien précis de la personnalité d'un enfant. Donc, je vous mets quelques exemples, quelques photos. Les pieds, par exemple, d'un nouveau-né, les mains, une oreille, le pli de la peau, voilà, le nez, la bouche. Ce sont tous ces petits éléments qui font la personnalité d'un enfant à un instant T. Et en plus, c'est encore plus vrai pour des nouveau-nés, c'est que toutes ces choses-là, toutes ces petites choses, ces petits détails évoluent très rapidement dans les premiers mois et les premières années. Donc, c'est important de les mettre en valeur, de les avoir. Voilà, que ce soit pour vous ou pour vos proches ou pour vos clients si vous êtes professionnel, c'est important de mettre en valeur ces petits éléments qui font vraiment la personnalité d'un enfant à un moment donné, à un âge donné, bien précis. Et ce n'est pas aussi valable que pour des pieds, des mains ou une mèche de cheveux par exemple, ou un regard, des cils, voilà, quelque chose qui marque la personnalité d'un enfant. Il y a aussi d'autres éléments, par exemple le doudou, je vous le montre sur cette photo-là. Vous savez, là je vous apprends rien, le doudou est une des choses les plus importantes, l'objet le plus important dans les premières années d'un enfant. Moi, ma fille a 4 ans et son doudou l'accompagnait encore l'année dernière à l'école parce qu'elle est rassurée, même si elle ne le sort pas de son sac, elle sait qu'il est jamais très loin, donc c'est l'objet qui les rassure, qui les accompagne, c'est leur meilleur ami les premières années de leur vie. C'est important aussi, et ça fait partie de la photo de détail, de les mettre en valeur à un moment donné. Et par exemple, sur cette photo-là, je pouvais cadrer plus large pour avoir l'enfant aussi, mais j'ai choisi de me concentrer sur ce détail-là, sur cette main qui serre très fort ce petit doudou. Voilà, c'était important que je mette en valeur l'étreinte de ce petit bout vis-à-vis de son doudou, et on voit même quand voilà, en arrière-plan j'ai inclus un petit peu de son visage en flouté pour apporter un petit peu plus de contexte à l'image et montrer qu'il est apaisé. Voilà, on devine que le bébé est apaisé avec voilà, du fait de la présence du doudou dans sa main. Voilà, tout ça fait que
c'est important de mettre en valeur ces petites choses. Pour vous donner une petite anecdote, je me souviens dans une séance photo que j'ai fait il y a quelques temps, qu'il y avait une petite fille qui arrêtait pas de me parler des barrettes que sa maman avait mis du temps à lui mettre dans les cheveux avant que la séance photo commence, avant même que j'arrive chez eux. Donc voilà, elle me répétait ça plusieurs fois et je trouvais important de prendre ces barrettes, seulement ces barrettes, de mettre en valeur uniquement ces barrettes parce que symboliquement pour elle et même pour sa maman, c'était important et qu'au moment où j'allais livrer les photos, ça allait à eux deux leur rappeler des souvenirs. Je suis persuadé qu'en regardant les photos, sa fille a été contente de voir les barrettes que sa maman avait mis du temps à mettre dans ses cheveux pour la préparer à la séance photo. Donc ça, c'est vraiment important et c'est en ça que voilà, ce que j'entends, ce qui se cache derrière par l'émotion par la photo de détail, c'est toutes ces petites choses que quand on ne s'intéresse pas à la photo, on oublie par moment de prendre en photo, on cadre large, voilà, on veut avoir le maximum de choses sur la photo, mais se concentrer sur un élément bien précis de la personnalité d'un enfant est tout aussi important que de l'avoir en plan large ou d'avoir son visage. C'est tous ces petits éléments qui font toutes les étapes de sa vie et surtout de sa jeune vie dans les premiers mois et les premières années où toutes ces petites choses évoluent très rapidement et c'est important de regarder un sous-tiers. Donc n'oubliez pas de cadrer très serré pour mettre en valeur tous ces petits détails. 7e règle de composition, jouer avec la profondeur de champ. Alors, on fait de la photo de portrait, la profondeur de champ en portrait, c'est important pour mettre en valeur un sujet, pour le détacher de l'arrière-plan, mais aussi pour jouer avec l'œil du spectateur. Il faut savoir que notre regard est attiré par ce qu'il y a de plus net. Donc, là où vous faites votre mise au point, ce qui sera le plus net sur votre photo, c'est ce qui va attirer en premier le regard du spectateur. Donc, jouer avec les profondeurs de champ va vous permettre de jouer avec son regard, de jouer, de le surprendre et de créer la surprise et de créer un intérêt supplémentaire sur vos photos. Je vous mets encore une fois, voilà, par exemple cette première photo, c'est une photo que voilà, j'ai prise récemment, vous l'avez vu peut-être passer sur mon compte Instagram notamment, je l'ai publié il n'y a pas très longtemps. Et sur cette photo, j'ai joué avec la maman qui était au premier plan. Voilà, c'était une séance photo grossesse et famille. La maman, je l'ai volontairement floutée parce qu'il n'y avait pas d'intérêt supplémentaire à ce qu'elle soit complètement nette parce qu'elle aurait attiré un petit peu plus l'œil. Là, je voulais vraiment mettre en valeur l'expression et l'immense sourire de la petite Lucie. Et voilà, en train de faire de la balançoire et je voulais choisir une faible profondeur de champ pour aussi la mettre en valeur, la détacher de l'arrière-plan. Et c'était vraiment important, voilà, de trouver ce juste milieu. Et le premier plan apporte un contexte. Voilà, on voit la maman qui est enceinte, qui attend la petite sœur. Et tout ça apporte une lecture différente à la photo. Ça permet de jouer, voilà, avec la profondeur. On a la partie la plus nette, donc la petite Lucie qui attire notre œil en premier parce que voilà, par rapport à l'expression de son visage, par rapport à son grand sourire. Et ensuite, son regard nous amène vers sa maman, son papa aussi derrière qui est en train de la pousser. Voilà. Ensuite, notre œil se balade à gauche et à droite, mais le fait d'avoir mis uniquement une netteté sur la petite fille a permis de guider l'œil du spectateur sur cet élément central et ensuite de l'inviter à se balader sur le reste de l'image. C'est la même chose sur cette deuxième photo qui a été prise aussi le même jour, c'est la même séance photo, où là je voulais vraiment montrer voilà, le regard de la maman, l'expression qu'elle a sur le visage. On sent qu'elle est apaisée, qu'elle est heureuse en regardant sa fille jouer avec son papa. Voilà, c'était vraiment le côté émotionnel que je voulais mettre dans cette photo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai suggéré au premier plan, on voit très bien ce que sont en train de faire la petite fille avec son papa, et je voulais mettre en avant l'expression du visage de la maman qui elle est en train de se reposer. Hein. Ça fatigue d'être enceinte, hein, je sais parce que ma femme a été 2 fois enceinte, voilà, ça fatigue un peu. Donc cette petite pause, moi, m'a permis d'obtenir ce cadrage là et d'obtenir cette magnifique expression sur son visage en regardant le reste de sa petite famille faire sa petite vie et jouer devant ses yeux. Voilà l'intérêt de cette photo et ce que je voulais raconter au travers de cette photo. Ensuite, vous avez cette photo que j'ai prise aussi je crois que c'était pour le calendrier de l'Avent de l'année dernière.
Là, ici, j'ai choisi de faire la mise au point et de faire une faible profondeur de champ pour ne mettre en valeur que sa main qui est en train d'enlever le petit morceau de bois de cette tour pour pas qu'elle tombe, hein, si vous connaissez le concept de ce jeu, là, le Jenga, qui fait qu'il faut enlever le plus de pièces de bois sans faire tout tomber. Et là, on voit bien avec la faible profondeur de champ, on devine quand même son expression et voilà, sa concentration et sa peur, son stress de faire tomber l'édifice. Mais moi, je voulais mettre vraiment l'accent sur sa main qui est en train d'enlever tout doucement ce petit morceau de bois. C'était important à ce moment-là. Et en plus, le fait d'avoir rajouté une faible profondeur de champ a permis d'obtenir, voilà, il y avait le sapin en arrière-plan. Je ne me suis pas positionné là par hasard, hein, bien entendu. Mais le sapin en arrière-plan avec les guirlandes et la faible profondeur de champ a permis d'obtenir ce joli bokeh qui fait que ça rajoute encore un peu de pétillant, un peu de peps à l'image et à la composition, ce qui la rend encore plus intéressante. Donc voilà. La profondeur de champ va vous servir à ça, à mettre en valeur un point bien précis de l'image, donc là, la main en l'occurrence, et ensuite on va se balader sur son visage et on découvre un petit peu le reste de la photo. Dernière petite photo, et là aussi, cette photo, je l'aime bien parce que, voilà, on était en pleine pâtisserie et je voulais vraiment mettre en avant l'entraide qu'ils ont eu à ce moment-là pour verser le jaune d'œuf dans le récipient pour préparer un petit peu le gâteau. Voilà. L'œil va se poser sur l'œuf parce que plusieurs raisons. Déjà, il est net et en plus, j'ai intensifié le jaune de l'œuf pour vraiment attirer l'œil sur cet élément-là de la photo. Et ensuite, il va se balader. Alors, on tombe naturellement sur le visage de la fille, de ma fille, parce qu'on voit de manière plus globale son visage. Donc, on voit sa concentration et on se balade sur le reste de l'image. Donc, voilà, tout est une question de guider le spectateur sur un élément bien précis de l'image et lui permettre après de se balader sur le reste de la photo. Si tout avait été net sur cette photo-là, par exemple, le regard aurait été un petit peu perdu de partout. Là, on lui donne un sens de lecture et on donne un intérêt supplémentaire, un dynamisme à la photo en indiquant un point bien précis grâce à la profondeur de champ et dans la composition en rajoutant des éléments qui permettent et qui donnent envie au spectateur de se balader dans le reste de l'image. Donc, voilà ce que ça veut dire jouer avec la profondeur de champ, c'est on fait de la photo de portrait, la profondeur de champ peut permettre de mettre en valeur un portrait unique, de le détacher de l'arrière-plan, d'apporter de la douceur à une photo, mais ça permet aussi de guider l'œil du spectateur sur un élément bien précis de la photo pour qu'il aille ensuite se balader sur le reste de l'image. 8e règle de composition et on approche de la fin, il en reste plus que 3, c'est n'hésitez pas à inclure un premier plan. Alors, là aussi, je vous mets une petite photo pour illustrer mon propos. Cette photo que j'ai prise aussi il y a pas très longtemps, il y a seulement quelques semaines, sur une séance photo famille. Alors, ils étaient assez nombreux. Et ces filles, voilà, avaient trouvé ce petit arbre avec de l'ombre en dessous et étaient en train de poser. Donc, bien entendu, là, on attendait le photographe pour les prendre en photo. Et j'avais deux solutions. Soit me mettre, voilà, il y avait tout un parterre de fleurs entre eux et moi, en fait. Donc, c'était soit me mettre devant ce parterre de fleurs et du coup j'aurais eu une composition un petit peu plus serrée, donc j'aurais pas eu l'arbre avec ses feuilles qui retombent sur chaque côté. Donc voilà, je trouvais la scène plutôt intéressante, donc je me suis mis derrière le parterre de fleurs, je me suis mis à leur hauteur, même un petit peu plus bas pour inclure un premier plan. Donc ce parterre de fleurs, ce qui m'a permis d'avoir un plan un petit peu plus large et de donner l'impression, voilà, d'avoir des fleurs un petit peu partout. On en a même sur l'arrière-plan derrière eux et ça permettait d'inclure un petit peu plus l'arbre que je trouvais très joli. Ça permettait d'améliorer ma composition et ça a permis de rajouter un contexte différent à ma photo en incluant un premier plan, même s'il est flou. C'est pas grave, ça ajoute un contexte à l'image. Voilà, sur cette photo que je vous mets par exemple, j'ai aussi joué avec un premier plan en incluant les parents, en floutant les parents. Donc là, on était en pleine promenade. Le fiston a décidé de partir un petit peu tout seul faire du vélo. Et voilà, je voulais montrer cette scène. En plus, on a une ligne de fuite dessinée par le chemin qui fait que notre regard plonge dans la photo. Et faire la mise au point et faire la zone de netteté sur l'enfant uniquement a permis de guider encore une fois le regard du spectateur sur l'enfant
Et ensuite, voilà, de suggérer les parents qui sont en pleine promenade avec leur fils et en train de le regarder s'amuser et faire du vélo. Donc voilà, ça apporte un contexte à la photo. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. J'aurais pu ne pas les inclure et ne cadrer que l'enfant. Ma photo n'aurait pas été ratée, bien au contraire, elle aurait juste été différente. Donc, par exemple, sur un cas comme celui-ci, vous pouvez prendre deux photos, une où vous incluez les parents, en flou comme ça au premier plan, et une où vous ne les incluez pas, ça fait deux rendus totalement différents. Donc, l'un n'empêche pas l'autre et l'un n'est pas mieux réussi que l'autre. C'est juste que vous apportez un contexte différent à la photo. C'est simplement ça. Pareil pour les photos des trois filles tout à l'heure sous l'arbre. Si j'avais pas mis le premier plan, est-ce que ça aurait fait une photo ratée? Pas forcément. Peut-être pour moi parce que j'avais le contexte et le lieu en tête, mais si je vous l'avais montré tel quel, vous auriez peut-être trouvé la photo très bien comme ça. Mais en incluant le parterre de fleurs, j'ai changé le contexte de ma photo, changé l'histoire qui passe par cette photo. Donc voilà, ayez ça en tête, d'inclure un premier plan, ça permet, juste d'inclure un premier plan, permet de changer le contexte et l'histoire que vous voulez raconter au travers de votre photo. Neuvième et avant-dernière règle de composition, le portrait sans visage. Alors là aussi, j'ai écrit un article complet sur mon blog sur le sujet. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais qu'est-ce que j'entends par portrait sans visage? On est un peu différent de ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'émotion par la photo de détail où là, je vous invitais à cadrer vraiment très serré et mettre en valeur un élément bien précis de votre enfant ou de l'enfant que vous photographiez. Non, là, c'est d'apporter du contexte, de cadrer plus large et d'apporter du contexte à votre photo sans y inclure le visage de l'enfant. Donc, comme je le répète régulièrement, l'œil du spectateur est naturellement attiré par ce qui lui ressemble le plus. Donc, si vous incluez un regard, si vous incluez un visage, l'œil du spectateur va être naturellement attiré par ça. Si vous incluez un regard dans votre photo, vous allez, sauf si vous jouez sur la profondeur de champ, comme je l'ai fait tout à l'heure, par exemple avec l'œuf, où j'ai pas mis la zone de netteté sur le regard, mais la plupart du temps, quand on inclut un regard, on veut que la netteté soit sur le regard, et donc du coup, notre œil est naturellement attiré par ça. Le portrait sans visage, c'est justement de mettre en valeur autre chose sans y inclure le visage, donc d'inviter le spectateur à voir autre chose et voilà, à se faire sa propre idée, sa propre histoire sur les photos. Donc, je vous mets un petit exemple là. Les deux photos que je vais vous présenter, c'est des photos que j'ai utilisées notamment pour l'article. Donc, le premier, c'était voilà, ce petit numéro 7 qui est en train de faire du foot. Je trouvais intéressant de prendre cette scène de dos parce que finalement, on se concentre sur autre chose que son visage si je l'avais pris de face. On devine son expression par la position de son bras et par ce qu'est en train de faire le joueur qu'on voit dans le fond, donc le gardien de but, qui lui est en train de dégager le ballon, alors que ce petit numéro 7 est en train de on estime qu'il est en train de demander le ballon justement, et on imagine bien son expression en disant là, passe-moi le ballon. Donc voilà. Le contexte fait que en le cadrant de dos et en incluant le gardien en flouté, donc là aussi j'ai joué sur la profondeur de champ, il n'était pas utile en l'occurrence ici d'avoir une zone de netteté sur toute l'image, puisque là on devine bien ce qu'est en train de faire le petit gardien dans le fond, il est en train de dégager le ballon, et le joueur au premier plan, là où est fait la zone de netteté, est en train de demander le ballon. Donc quand cette photo, vous regardez cette photo pour la première fois, vous êtes attiré par le numéro 7 parce que c'est la partie la plus nette de la photo, et ensuite vous baladez dans l'image pour aller lire et vous imaginez le moment, ce qui se passait à ce moment-là. Donc c'est l'intérêt du portrait sans visage, c'est de donner envie au spectateur de s'imaginer une petite histoire. C'est exactement le cas de cette deuxième photo. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise vraiment par hasard. Voilà, je montais les escaliers et au moment de monter les escaliers, je suis arrivé au niveau du plancher, donc au niveau de là où j'ai pris la photo, et je suis tombé sur ma fille qui était en train sur cette scène telle que je l'ai prise en photo là. Et au moment où je suis tombé là-dessus, je suis vite redescendu en 4e vitesse prendre mon appareil photo que j'ai toujours sous la main. Voilà, j'ai toujours mon appareil photo prêt justement pour prendre ce genre de photo là. Et je suis remonté et je me suis mis à sa hauteur, donc vraiment au ras du sol. Et j'ai pris cette photo parce que
elle m'intéressait plus que justement aller la prendre de face, déjà parce que je l'aurais coupée dans son activité, parce que là elle m'a pas vu en vérité, donc elle a continué à faire ce qu'elle faisait, et je trouve que cette histoire on peut la lire de plusieurs manières. Voilà, on voit le carton sur le côté, on voit les livres le long du mur, donc on peut s'imaginer qu'elle vient de découvrir un carton dans un tiroir ou au fin fond du garage, voilà, poussiéreux, et elle découvre les livres qui sont dedans et elle les range au fur et à mesure, ou inversement elle est en train de les ranger dans le carton. Enfin voilà, on peut lire de tout un tas de manières cette photo, et j'aimais bien l'ambiance aussi avec, voilà, où elle était éclairée juste par la fenêtre, par la lumière qui venait de la fenêtre. J'aime l'ambiance, cette ambiance intimiste que dégageait cette photo, et le fait de ne pas inclure de visage permet de s'imaginer tout un tas d'histoires autour de cette photo. Et c'est ce que vous suggérez aux spectateurs, c'est voilà, là en l'occurrence il y a moins cet effet de profondeur qu'il y avait tout à l'heure avec le petit numéro 7, mais on a quelque chose de différent, c'est-à-dire voilà, on donne envie au spectateur de se balader dans l'image, de regarder les différents éléments. On est attiré aussi par le ballon rouge, parce que voilà, il y a la couleur qui fait que notre œil est attiré par cette zone-là. Mais après, on se balade aussi dans tout le reste de l'image et on voit un petit peu et on imagine ce qu'elle est en train de faire et pourquoi elle le fait. Voilà, c'est l'intérêt du portrait sans visage, c'est de donner envie au spectateur de lire votre photo d'une autre manière, sans inclure de visage qui... Voilà, en incluant un visage, c'est cet élément-là qui serait devenu le point principal et le point principal et le plus important de votre photo. Donc, n'hésitez pas à jouer aussi avec ça. Ça apporte encore une fois un intérêt différent à vos photos. Et enfin, 10e et dernière règle de composition, osez le cadrage serré. Alors, ça peut être complémentaire avec la photo de détail, parce que là, je vous demandais vraiment de faire un cadrage très serré. Mais oser le cadrage serré, c'est faire ce type de photo-là, c'est ne pas hésiter à se rapprocher des personnes que vous photographiez, de l'enfant ou de la famille que vous êtes en train de prendre en photo, pour intensifier l'émotion qui s'en dégage. Là, par exemple, sur cette photo, je voulais vraiment mettre en valeur voilà, le câlin qu'ils sont en train de se faire, l'étreinte de sa maman, l'émotion, l'expression du visage qu'elle a au moment de faire ce câlin. Voilà, c'était vraiment l'intérêt de ce cadrage. Et même si il a fallu que je coupe le haut de la tête, que je coupe même une grande partie de sa main, l'intérêt était ailleurs dans cette photo. C'est vraiment d'apporter une proximité avec les sujets que je photographie à ce moment-là, et d'intensifier l'émotion qui se dégageait de ce moment. Pareil pour cette photo-là, j'aurais pu prendre un plan plus large, mais j'aurais perdu voilà, l'émotion de cette photo, et je voulais vraiment mettre en valeur voilà, l'émotion de cet instant, l'émotion de ce moment où la maman fait ce petit bisou. En plus, elle a les yeux fermés, donc elle aussi, elle est apaisée. On voit à l'expression du visage de l'enfant que lui aussi est apaisé, il a les yeux fermés, on les sent vraiment voilà, en confiance, confortable dans les bras de sa maman. Et c'était l'intérêt de ce cadrage serré, et ça m'a pas empêché voilà, de couper fortement la tête de la maman. On voit même que on devine qu'il y a un bout d'oreille qui a été coupé, mais peu importe, c'est pas vraiment l'important dans cette photo-là. C'est de cadrer, j'ai cadré serré pour mettre en valeur et intensifier l'émotion qui se dégageait de ce moment-là, et de ce petit instant de partage et de tendresse, qui est en plus augmenté par la faible profondeur de champ, qui apporte de la douceur à ce portrait, et qui augmente l'émotion qu'on peut deviner quand on regarde cette photo. 10e et dernière règle de composition, c'est oser le cadrage serré. Alors, ça peut être complémentaire par rapport à la photo de détail, mais là, c'est un cadrage serré, on va dire, un petit peu plus large que la photo de détail, c'est-à-dire où là il fallait vraiment mettre en avant un élément bien précis de l'image. Là, c'est comme je vous le montre sur cette photo, c'est vraiment aller au plus proche de vos sujets pour intensifier l'émotion que vous voulez faire passer au travers de vos images. Là par exemple, j'ai pas hésité à cadrer serré et à couper le haut du crâne de la maman, à couper même les mains en bas et les pieds de la petite et le bas du corps même, parce que je voulais intensifier ce moment, l'expression du visage de la maman en train de faire un câlin à sa fille après une séance smash the cake. C'est une des séances que j'ai publié aussi il n'y a pas très longtemps sur mon compte Instagram. Mais voilà, le but était vraiment
d'intensifier ce moment, l'émotion qui se dégageait de ce moment. Et ça, c'est possible avec un cadrage serré où on gagne on gagne en proximité en plus avec les sujets et on intensifie l'émotion qui se dégage d'une photo. C'est d'ailleurs ce qu'on peut ressentir aussi sur cette deuxième photo où là, j'aurais pu cadrer aussi plus large, mais j'aurais perdu un petit peu l'essentiel de la photo, c'est-à-dire la tendresse qui se dégage de ce moment, voilà, le petit bisou fait par la maman, voilà, qui tient dans ses bras ce tout petit bout qui venait juste de naître en plus, parce que cette photo, je l'ai faite dans les 10 premiers jours, je crois, 10 ou 15 premiers jours de la naissance de l'enfant. Et voilà, je voulais mettre en avant le côté apaisé du bébé par l'étreinte de sa maman, voilà, le tient dans les bras, on sent qu'il est confortable, qu'il est apaisé dans les bras de sa maman, et puis en plus, elle fait un bisou sur le haut du crâne avec les yeux fermés. Voilà, il y a une tendresse qui se dégage de cette photo et qui est intensifiée par ce cadrage très serré où on n'inclut rien d'autre de perturbateur, on est vraiment concentré sur ce moment et on le partage avec eux dû à la proximité qu'on a avec les sujets photographiés, et c'est en plus intensifié par le choix d'une faible profondeur de champ qui apporte de la douceur en plus à cette photo. Donc voilà, oser le cadrage serré, c'est surtout ne pas hésiter à se rapprocher des personnes qu'on photographie, quitte à couper certains éléments comme la tête, une oreille. La voix sur la deuxième photo, on devine bien que l'oreille n'est pas complète, mais peu importe. C'est vraiment pas le but de la photo et on y prête même pas vraiment attention. Donc voilà, oser le cadrage serré pour éliminer tous les éléments perturbateurs et qui viendraient un petit peu distraire l'œil du spectateur. Concentré avec cette règle de composition, vous vous concentrez sur l'émotion d'un moment, vous le mettez en valeur de la meilleure façon possible. Et voilà, ça clôture ce 4e cours sur la composition et le cadrage. Donc encore une fois, je me répète ce que j'ai dit tout à l'heure, les 10 règles que je vous ai partagées aujourd'hui ne sont pas les seules, il en existe plein d'autres. Mais voilà, les 10 que j'ai sélectionnés pour vous sont pour moi celles qui sont le plus simples à mettre en pratique pour vos photos de portrait, vos photos d'enfants et vos photos de famille. Et voilà, l'idée n'est pas, pour éviter que vous soyez perdu dans toutes ces règles de composition, l'idée n'est pas de prendre les 10 et d'essayer de les appliquer sur toutes vos photos. Ayez plutôt une approche plus pragmatique, c'est-à-dire d'en prendre 2, 3, 4, d'en sélectionner voilà, un petit nombre, celles qui vous parlent le plus, celles qui vous donnent le plus envie de les essayer, et de vous exercer à les mettre en place et à les utiliser sur vos photos. Vous verrez celles qui marchent, celles qui fonctionnent le moins, mais au moins vous pouvez vous concentrer sur 2, 3, 4 idées de composition et vous exercer sur celle-ci et après venir sur les autres une fois que celle-ci vous aurez fait pas mal de travail là-dessus. L'idée vraiment, c'est de commencer, voilà, si pour vous la technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, si pour vous la technique n'est plus trop un frein, c'est de passer à l'étape supérieure et de commencer à réfléchir aux compositions et au cadrage de vos photos, et vous allez voir que vous allez exercer votre œil de photographe et vous allez naturellement gagner en créativité, parce que je l'entends souvent, voilà, moi je suis pas une personne créative, j'ai du mal, j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'idée. Sachez que la créativité, certains l'ont comme ça, de manière innée, l'inspiration aussi, d'autres la travaillent, l'éduquent, l'exercent. Le fait de réfléchir à vos compositions et vos cadrages va faire que vous allez gagner en créativité, parce que vous allez essayer de nouvelles choses, tenter des cadrages différents, des angles de prise de vue, des choses qui vont vous inspirer, d'autres peut-être moins. Vous allez avoir d'autres idées et c'est comme ça qu'on éduque et qu'on gagne en créativité et pas autrement. C'est en pratiquant et en vraiment réfléchissant aux compositions et au cadrage et pas, pas simplement en prenant une photo comme ça de temps en temps. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche-là et cette méthode-là de travail, et vous verrez que ça vient vraiment en pratiquant. Voilà, ça sera tout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Vraiment, sincèrement, ça aide concrètement la chaîne. Pour vous, c'est un simple clic, mais pour moi, voilà, ça me permet de gagner en visibilité aux yeux des algorithmes YouTube et de faire connaître ma chaîne au plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas à vous abonner également, à cocher la petite cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos qui seront disponibles. Et surtout, n'hésitez pas à venir échanger avec moi dans la zone commentaire. Si vous avez une question, je serai ravi de vous répondre et de discuter avec vous sur le sujet de la composition et le cadrage, qui est un sujet extrêmement large. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier cours de ce programme de mini-formation qui portera sur la photo en intérieur. Allez, bye bye!
Et bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne, cocher la petite cloche. Alors oui, je sais, je le répète systématiquement, comme beaucoup de youtubeurs, mais sache que avec tous ces algorithmes YouTube, ça aide vraiment la chaîne. Et puis toi, ça te permet de te repérer. Alors à bientôt, ciao!